Ok, merci à tous de m'accueillir encore une fois de plus dans vos murs. Non, pas dans vos murs, dans votre société. Donc je vais vous faire part d'une conférence que j'ai mise au point sur les virus à la demande de personnes de l'IUTL qui étaient intéressées pour avoir un bilan sur le virus Ebola. Et puis en faisant des recherches pour mettre à jour mes connaissances et pour voir un peu où on en était, j'ai trouvé que c'était un sujet très intéressant et qu'il y avait en fait beaucoup d'avancées dans la connaissance des virus et surtout au niveau plus écologique, sciences de l'environnement qui est plus mon domaine que le côté simplement médical. Donc je vais vous faire part de ça. Et tout d'abord, pour répondre à Thérèse, l'image, bien sûr, des virus, étant donné que les virus, c'est des particules qui sont de l'ordre du micromètre, bien sûr, c'est une image en microscopie électronique, et donc ça a été recolorisé, puisque les couleurs n'existent pas en microscopie électronique. Voilà, alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un virus? Alors comme la plupart d'entre vous sont des fervents biologistes, je vais passer vite sur cette partie. Donc il existe deux grands types de formes virales, les virus nus, qui sont constitués simplement d'un petit bout de génome entouré dans une capside. Cette capside, elle est constituée de protéines. Donc le virus nu s'arrête là et il existe aussi les virus enveloppés qui vont avoir une seconde coque autour et ce sont ceux-là qui ont les coques avec des ornementations, des choses très pointues comme on a vu dans la première diapositive. Alors dans les virus, selon qu'ils soient enveloppés ou non, on peut reclasser en deux sous-catégories, ceux qui sont enveloppés avec une enveloppe qui est assez lisse en fait, et ceux qui vont avoir des expansions qui vont leur permettre de voler et qui vont pouvoir se déplacer beaucoup plus loin dans l'air, comme par exemple certains virus du rhume vont être comme ça et ils vont pouvoir comme ça passer beaucoup plus facilement d'une personne à une autre parce qu'ils vont pouvoir être portés par les ornementations de la capsule supplémentaire. C'est pour ça que je vous ai mis un petit dessin là, enfin une photo d'une personne qui a le rhume et puis qui émet des virus qui ont donc une capsule comme ça qui est beaucoup plus alvéolée et qui va pouvoir être portée par les courants d'air. Alors, il existe de très nombreuses formes de virus. La forme, forme au sens mathématique du terme. Donc la forme la plus fréquente, c'est la forme sphérique, comme ceci. Quelques virus ont des formes polyédriques, comme par exemple le virus de la mosaïque du tabac, qui est polyédrique. Certains sont hélicoïdales et vont être enroulés sous forme de tube, comme par exemple le cas du virus Ebola, qui est un virus en tube. Certains virus sont des bactériophages qui ont une structure très complexe avec un système qui leur permet de s'accrocher sur les bactéries et d'injecter leur matériel génétique dans les bactéries. Donc ici, vous avez un virus de type hélicoïdal complexe qui se replie sur lui-même. Et donc c'est le cas du virus Marburg et du virus Ebola qui ont en plus la particularité de former une petite crosse qui permet de les reconnaître plus facilement. Alors dans les virus, on a deux grands types, les virus à ADN et les virus à ARN. Alors quand on parle du rhume, il y a de très nombreux virus qui constituent le rhume, dont certains sont des virus à ADN et d'autres des virus à ARN. C'est pour ça qu'on peut attraper de très nombreuses fois le rhume la même année, puisqu'ils sont de familles très éloignées, et donc même si on a développé des défenses contre un rhume, on peut en attraper un autre. Et donc par exemple dans les virus à ADN, vous avez l'herpès, la variole, le papillomavirus, etc. Et dans les virus à ARN, la grippe, le sida, Ebola, la fièvre jaune. Alors si on prend les différentes structures cellulaires, donc là je vais passer, vous connaissez tous les différents types de cellules, donc je passe. La grande particularité des virus par rapport aux bactéries, aux cellules végétales et aux cellules animales, donc ça je passe, c'est le fait que
Les virus, eux, ne vont pas avoir de membrane, ils vont simplement avoir une coque protéique et ils vont avoir seulement de l'ADN ou de l'ARN à l'intérieur. Du coup, ils vont être très petits, mais en fait, on ne peut pas réellement dire qu'ils sont vivants, les particules virales. Alors ça dépend de ce qu'on appelle un organisme vivant. Alors il y a deux façons d'envisager la vie d'un organisme. Une des façons, c'est de dire qu'un organisme est vivant s'il a une activité biologique et qu'on peut la mesurer en voyant par exemple qu'il va consommer de l'oxygène pour la respiration cellulaire et qu'il va en émettre. Or, les virus, ils n'ont aucune activité biologique, donc on peut les considérer comme des particules physiques inertes. Cependant, une autre définition d'un être vivant est de dire qu'un être est vivant à partir du moment où il va se reproduire et donc pouvoir multiplier ses gènes et les disperser. Or, si on prend cette définition, les virus sont extrêmement vivants puisqu'ils arrivent à multiplier leurs gènes. Mais ils le font en utilisant la machinerie des cellules réellement actives et réellement vivantes. Ils vont utiliser la vie des autres organismes pour pouvoir se développer. Alors là, il y a une petite erreur dans ma diapo, j'avais corrigé, mais j'ai mis la mauvaise version. Donc la taille des cellules animales ou végétales est de l'ordre de la dizaine de micromètres jusqu'au millimètre, alors que les particules virales vont être de l'ordre du micromètre. Donc elles sont beaucoup plus petites et elles vont pouvoir comme ça être facilement transportées par les flux d'eau, les flux liquidiens, les mouvements d'air. Ils vont se comporter comme des poussières. Alors, si vous voulez en savoir plus sur les virus et comment les virus ont été découverts, vous avez un livre intéressant qui s'appelle « À la conquête des virus » par Jean-François Saluzzo, qui montre comment la recherche sur les virus a été très retardée par rapport à la recherche sur les autres organismes, car ils sont tellement petits qu'avec la microscopie optique, avec les méthodes normales d'analyse, eh bien on ne les percevait pas. Et donc ça fait seulement entre 100 et 150 ans qu'on a commencé à deviner leur présence, et puis seulement 100 ans qu'on a pu réellement commencer à pouvoir mesurer leur quantité, et encore un peu moins longtemps qu'on a pu réellement les caractériser, puisqu'il fallait des méthodes de biologie moléculaire et des choses très poussées. Donc on a peu de recul sur ces maladies, sur ces particules virales, et maintenant les connaissances évoluent vraiment de façon exponentielle avec le développement de la biologie moléculaire, de la microscopie électronique et aussi des cultures cellulaires. C'est ce qu'ils expliquent bien dans le livre, parce que pour pouvoir étudier un virus, il faut qu'il soit actif et donc il faut qu'il réalise ce qu'il peut faire, et pour cela il a besoin de cellules vivantes. Et avant c'était très compliqué, très dangereux d'étudier les virus. Grâce aux techniques de culture cellulaire dans des fioles fermées, on a pu infecter des cellules et étudier les virus de façon vraiment scientifique et avec beaucoup moins de danger. Alors les premiers essais sur les virus étaient faits dans des œufs de poule, et puis maintenant c'est fait sur des cultures cellulaires dans des chambres, dans des laboratoires sécurisés. Donc en fait le virus il va utiliser la machinerie cellulaire de synthèse protéique pour réaliser ses propres fabrications. Donc la partie, alors là vous avez à peu près la bonne échelle d'une cellule animale avec en proportion la taille d'un virus. Donc le virus va injecter son petit fragment d'ADN ou d'ARN dans la cellule, et il va y avoir une réplication, une transcription qui va se faire en utilisant l'ATP, la machinerie cellulaire et les petites molécules que la cellule a fabriquées pour sa propre activité. Une fois que les protéines de la coque du virus, de la capside, sont faites, elles ont la propriété de s'auto-assembler. Elles vont se mettre en place et le matériel viral va s'empaqueter et se stabiliser avec juste ce qu'il faut pour pouvoir ensuite s'attacher à une autre cellule, injecter son matériel et avoir les promoteurs pour que ce matériel génétique soit lu. Alors pour les virus à ARN,
il commence directement ici, et ceux à ADN commencent ici. Hein. Ben, ceux à ADN, ils vont faire la réplication, la transcription, l'assemblage. Ceux à ARN, ils font simplement la transcription directement, puisqu'il y a déjà de l'ARN. Donc ils gagnent une étape, donc ils vont aller plus vite. C'est pour ça souvent qu'ils sont beaucoup plus virulents. Et donc après, le virus va sortir de la cellule. Alors il y a deux façons, il y a deux méthodes. Certains virus vont s'attacher à la membrane de la cellule et vont sortir sans tuer la cellule, mais la majorité des virus vont complètement épuiser la cellule, la remplir et la faire exploser, et ils vont sortir avec l'expansion du cytoplasme hors de la cellule. Donc on peut dire que le virus est vraiment un vrai parasite, parce que là il parasite tout, aussi bien les réserves, les fonctions cellulaires. Tous les virus fonctionnent comme ça. On a du mal à l'imaginer, mais quand on a un rhume, on a réellement des cellules, nos cellules de notre épithélium nasal ou pulmonaire qui sont envahies par des virus et qui explosent, qui sont détruites. C'est pour ça que ça provoque la fièvre, des écoulements, etc. Donc on a du mal, on pense que c'est quand même quelque chose de bénin, mais on a quand même des cellules qui meurent pendant ce temps. Alors, voici un schéma du virus Ebola. Le virus Marburg a exactement aussi la même forme. On a une capsule de protéines qui est assez grande, avec des petites expansions comme ça qui vont permettre au virus, les petites choses jaunes là, qui vont permettre au virus de s'agripper aux protéines membranaires des cellules, à la membrane cytoplasmique des cellules, et d'être pris par la cellule comme une partie d'elle-même, comme une partie de la cellule. Et donc ensuite, la cellule, quand elle va faire bouger sa membrane, elle va elle-même ouvrir le virus. Elle va le faire rentrer en elle, et avec les flux de membrane, le virus va être ouvert, et les particules de protéines de la paroi du virus vont s'incorporer avec la membrane de la cellule. Et du coup, tout ce qui est ici en rose, c'est le matériel génétique du virus, c'est de l'ARN compacté. Eh bien, il va se retrouver libéré dans le cytoplasme de la cellule. Alors, dans ce matériel, il est empaqueté avec des petits éléments de ribosome, avec des promoteurs pour réaliser sa transcription, pour favoriser sa prise en charge par la cellule. Dans cet ADN, il y a des parties qui codent uniquement pour ce qui constitue le virus. Donc là, vous avez, dans cet ADN, dans cet ARN, pardon, donc dans le petit fragment d'ARN, vous avez le codage pour la partie bleue, les petits codages pour les éléments qui permettent d'enrouler l'ARN et de le protéger, et puis vous avez les petits éléments qui vont permettre de fabriquer l'ARN et de faire en fait le virus. Il n'y a pas de parties inutiles qui codent pour rien. Tout fait sens dans le matériel que contient le virus. Il n'y a que de l'information active qui sert à quelque chose. Je vous parlerai après du matériel génétique des humains, et on verra que nous, on a beaucoup plus de parties qui, entre guillemets, ne servent à rien, parce qu'on ne sait peut-être pas encore à quoi ça sert, mais du moins où on n'a pas identifié de fonction vitale. Alors que là, tout a été identifié, c'est compacté, et parfois, pour les informations importantes, comme ce qui permet la transcription et la fabrication du virus, c'est-à-dire la partie bleue, eh bien, il a été découvert récemment que les informations étaient multipliées. Il y avait plusieurs fois la même information, ce qui fait que s'il y a une mutation, un problème qui arrive à une partie, ben, l'information est plusieurs fois. Donc le virus peut quand même réussir à se fabriquer. Alors, comment ça se passe? Eh bien, vous avez le virus qui va adhérer, alors ça c'est une cellule animale, donc par les petites boules jaunes qu'on a vues tout à l'heure, qui sont des protéines de surface du virus, ça va permettre une adhésion avec la membrane de la cellule. Et la membrane de la cellule va comprendre ça comme étant des protéines à elle. Et donc, elle va s'invaginer et elle va internaliser le virus. Quand le virus est internalisé, eh bien,
les particules jaunes qu'on a vues tout à l'heure vont se mélanger avec la membrane, avec les protéines de la membrane, et ça va faire en fait une seule membrane. Du coup, le virus va s'ouvrir et le matériel va se retrouver dans la cellule, le matériel génétique. À ce moment-là, le signal de réplication, de transcription, pardon, de l'ARN qui est injecté est plus fort que celui émis par les éléments dans le noyau, et du coup la machinerie cellulaire de la cellule va se mettre à fabriquer plus de protéines virales que de ses propres protéines à elle. Elle va continuer à travailler pour elle, mais elle va petit à petit orienter son métabolisme vers la fabrication privilégiée du virus. Donc vous avez les éléments du virus qui sont fabriqués et ils vont s'auto-assembler avec l'aide des éléments de la cellule quand même. Et puis, ils vont, dans le cas du virus Ebola, ils vont exploser la cellule et ils vont sortir avec les débris cellulaires. Et dans le cas du virus Marburg, ils vont pouvoir, s'échapper de la cellule sans la détruire. Quand ils sont dans des lymphocytes, ils vont pouvoir être sécrétés, sortir de la cellule sans détruire la membrane. Et donc la cellule va continuer à en fabriquer sans mourir. Donc c'est un avantage pour ce virus. Alors, le cas d'Ebola. Alors, Ebola, vous l'avez en dessin ici, en représentation. Donc c'est un grand virus, c'est une particule qui est très longue, avec beaucoup de matériel génétique dedans. En microscopie électronique, vous le voyez là sur un tissu où il vient de sortir des cellules qu'il a infestées. Et vous voyez la petite forme en crosse dont je vous parlais avec le repli ici. Donc là, c'est des fausses couleurs, hein, bien sûr. Et donc, ce virus est important et il a un matériel génétique qui est très bien protégé. Et sa paroi, sa coque, est très complexe avec beaucoup de protéines différentes qui vont lui permettre d'adhérer à différents types cellulaires et de pouvoir agir sur différents types aussi d'animaux. Il a plusieurs protéines de différentes tailles, ce qui lui permet d'interagir avec plus de cellules. Alors là, c'est l'image de la première mise en évidence du virus Ebola avec sa forme typique, donc une tige en crosse, avec un petit bout en crosse. Donc là, c'est une coupe du virus qui montre qu'il a qu'il a une enveloppe comme ça, et puis il y a son génome à l'intérieur. Bon, je vous passe les détails du génome, je ne sais pas s'il y en a qui sont férus de biologie moléculaire. Bon, ça prendrait du temps à tout décrire. Alors, le virus Ebola se transmet d'individus, d'organismes contaminés vers un autre organisme à travers les fluides corporels qui peuvent transmettre la maladie. Donc, le virus peut aussi passer d'espèce à espèce. Il a une certaine flexibilité au niveau des différentes espèces. Donc, étant donné qu'il est assez long, on peut l'appeler un filovirus et il va pouvoir s'attacher très facilement aux cellules. Alors, il va y avoir plusieurs phases quand une personne va être infestée. Donc, il y a une phase de latence qui est très courte chez le virus, pour le virus Ebola. Assez rapidement, la personne contaminée, donc selon son état de santé et selon on ne sait pas quels paramètres du virus, au bout de 2 à 21 jours d'incubation, les premiers symptômes apparaissent. Donc ça peut être dès 48 heures que la personne est malade. On ne sait pas exactement à quoi ça se joue, ça. Donc de 2 à 21 jours. Donc la personne va avoir une fièvre brusque, avec une faiblesse intense, des maux de tête, des maux de gorge et des douleurs musculaires. Ces symptômes sont dus au fait que le virus va pénétrer rapidement dans l'organisme, et il va être transporté par le sang et il va aller dans les organes qui sont beaucoup irrigués. Et comme il est petit, il va passer aussi la membrane qui protège le cerveau, et donc il va pouvoir commencer déjà à se développer dans le cerveau. Souvent on est contaminé par la gorge, donc c'est une zone qui va être atteinte, mais si des personnes ont été contaminées en mangeant des choses qui contenaient des particules virales, les symptômes peuvent débuter par l'intestin. Souvent, les gens qui ont des symptômes précoces ont un meilleur diagnostic final que ceux qui ont des symptômes tardifs, parce qu'à ce moment-là, quand ça se déclenche, il y avait déjà du virus un peu partout, et du coup, la maladie est plus grave.
Lors de la deuxième phase, il va y avoir des débuts de perforation de différents tissus, avec des débuts d'hémorragie, et donc petit à petit, la personne va avoir des organes qui vont être défaillants, et là, les symptômes vont varier selon les différents organes qui sont défaillants, et de toute façon, elle va commencer à avoir de plus en plus d'hémorragie, et soit elle va mourir parce qu'un organe sera trop altéré, soit parce qu'elle aura perdu trop de sang par les différentes parties qui vont saigner. Donc il va y avoir une irritation des intestins avec une diarrhée qui peut tuer la personne avant même que les autres symptômes arrivent, puisque ça peut être des diarrhées assez catastrophiques. Il va y avoir des hémorragies qui peuvent aussi bien atteindre les yeux que toutes les parties du corps, donc il peut y avoir des hémorragies cutanées, oculaires, ce qui fait que la maladie est très transmissible, hein. Et puis il y a des hémorragies internes. Alors le foie et les reins sont des organes très irrigués, et donc ils sont souvent parmi les premiers détruits avec le cerveau. Enfin, c'est très gai, ça va vous mettre de bonne humeur pour la soirée. Cependant, certaines personnes sont capables de développer des défenses immunitaires assez rapidement et d'arriver à contrer le développement du virus. Sans aide extérieure, il est très rare de survivre au virus parce que la déshydratation de la diarrhée, causée par la diarrhée et les problèmes d'hémorragie vont faire que la personne va s'épuiser. Mais si on prend une personne en charge et qu'on la réhydrate et qu'on lui donne des transfusions et qu'on s'occupe d'elle, elle a beaucoup plus de chances de survivre. On verra après comment ça peut se jouer. Alors un des problèmes du virus Ebola, c'est qu'il aime bien infester les cellules immunitaires, et du coup, quand il détruit les cellules immunitaires dans une personne, eh bien les chances de lutter contre le virus diminuent, et donc la maladie sera d'autant plus grave. Il va aussi détruire de façon privilégiée l'endothélium des cellules, ce qui va provoquer des hémorragies et qui va aggraver l'effet de la maladie. Alors, donc les premiers symptômes en moyenne, dans la majorité des cas, parce que tout à l'heure on a dit que c'était de 2 à 21 jours, c'est ce qui est possible, mais dans la grande majorité des cas, les gens commencent à être sévèrement malades à partir de 7 jours et souvent au 8e jour. Et puis, la maladie devient assez grave et invalidante dès le 10e jour. La personne est incapable de s'occuper d'elle-même dès le 10e jour et ça s'aggrave au 11e jour. Et la plupart du temps, au 12e jour, la personne décède. Donc ça va quand même très très vite. Pourquoi ça va très vite? Eh bien parce que le virus Ebola va se répliquer très vite et chaque particule va se disséminer et se répliquer encore plus vite, alors que dans le même temps les défenses immunitaires sont détruites et du coup l'organisme n'a pas la capacité de lutter. Alors, dans les dernières épidémies qui ont été observées, on a pu voir que de 50 à 90% des personnes décédées du virus Ebola. Alors, si on est soigné rapidement, il y a une meilleure chance de survie. Les personnes commencent à être contagieuses seulement à partir du moment où elles ont les premiers symptômes. Ça, c'est une chance par rapport à cette maladie, parce que si on sait qu'il y a le virus Ebola et qu'on est attentif, et que dès que quelqu'un a la fièvre, on l'isole, on peut bloquer la maladie. La grippe est pire dans ce cas-là parce qu'on est contagieux avant d'avoir vraiment des symptômes et donc on peut la transmettre. C'est la même chose aussi pour la gastro-entérite qu'on peut transmettre par la salive avant même d'être vraiment malade. Cependant, dans les pays où il y a Ebola, il y a tellement de maladies qui provoquent de la fièvre et des symptômes que c'est compliqué d'aller à l'hôpital et de se faire enfermer dès qu'il y a un petit début de quelque chose. Sans parler du paludisme qui rend très malade et beaucoup de gens ont pu mourir d'Ebola en pensant qu'ils avaient à nouveau une énième crise de paludisme alors que cette fois, c'était pas ça, c'était ce virus-là. Alors comment alors le taux de mortalité, en fait, c'est assez particulier parce qu'il y a plusieurs souches d'Ebola et même si les différentes souches sont assez proches les unes des autres, elles n'ont pas le même taux de mortalité, elles n'ont pas le même degré de virulence. Par exemple, il y a eu une épidémie d'Ebola en Côte d'Ivoire qui n'a pas fait de morts. Beaucoup de gens ont été contaminés, mais il n'y a pas eu de décès.
La souche de Bundibugyo a fait 27% de décès, celle du Soudan 53% et celle du Zaïre 79% de personnes sont décédées suite à l'épidémie. Donc c'est assez variable, il y a des chercheurs qui essayent de comprendre pourquoi ça peut varier de cette façon-là. Alors l'explication des épidémies d'Ebola pour l'instant, c'est que vous avez dans la nature des espèces qui sont des réservoirs sains, qui portent Ebola mais qui ne sont pas malades, comme par exemple les chauves-souris ou certaines populations restreintes d'animaux divers comme les gorilles par exemple, qui peuvent faire aussi des épidémies, mais pour certaines populations, ils ont déjà été exposés et on n'a plus que des gorilles qui ont survécu, donc la population est résistante. Alors que si d'autres gorilles sont atteints, ils pourront mourir aussi. Et donc on pense que ces réservoirs vont transmettre la maladie à différents animaux. Parmi ceux-ci, l'homme peut être atteint. Et comme l'homme vit en société assez serrée, la maladie va pouvoir se répandre de façon beaucoup plus importante. Alors, donc on va parler de cycles en zootique pour le cycle dans les espèces réservoirs où elles sont peu malades, et puis de cycles épizootiques pour les espèces qui sont contaminées de façon sporadique et qui, elles, vont pouvoir développer des maladies plus ou moins graves. Alors, il y a plusieurs foyers qui sont présents en Afrique. Par exemple, si on regarde en Guinée, au Sierra Leone et au Libéria, on voit qu'il y a des zones qui sont séparées. Et apparemment, ce sont des souches qui sont proches et qui ne sont pas complètement identiques. Donc, il y a plusieurs réservoirs différents. Et l'hypothèse, c'est que le virus Ebola a beaucoup voyagé dans tout le continent africain. Il a déjà décimé par le passé des peuplements d'animaux. Et donc, à différents endroits, on a maintenant des réservoirs séparés avec des cas en zootique, où vous avez des espèces réservoirs qui vont porter des souches qui doivent venir de la même ancestralement, mais qui sont séparées depuis longtemps. Et donc on peut très bien encore découvrir d'autres sources d'Ebola par rapport aux endroits qui ont déjà connu des épidémies à l'heure actuelle. Alors on se demandait pourquoi parfois certains animaux étaient contaminés, comme le cas des antilopes. Et donc il y a des chercheurs qui ont mis, lors de la dernière épidémie, des carcasses d'animaux morts d'Ebola avec des caméras à détecteur de mouvement à côté. Et ils ont suivi ce qui se passait sur cette carcasse. Et là, ils se sont rendus compte que toutes sortes d'animaux venaient manger à la carcasse. Par exemple, certains rongeurs, qui normalement ne mangent pas de viande, venaient manger les liquides émis par la carcasse, boire du sang. Et en particulier, ils ont, alors c'est pas encore publié, je le sais, de chercheur à chercheur, on a appris la nouvelle, c'est parce que tout le monde était sous le choc. Ils ont eu des images d'antilopes qui venaient boire dans la carcasse d'un animal qui était mort d'Ebola. Et donc ça peut expliquer que la maladie aussi se répande beaucoup plus vite. Alors donc pendant longtemps, on pensait que c'était essentiellement la chauve-souris qui était la source d'Ebola et qui a mené des contaminations, par exemple, avec des excréments souillés sur des fruits, ou en souillant de l'eau ou des choses comme ça. Mais les dernières recherches ont montré que on pouvait trouver des antilopes, des musaraignes, des chimpanzés, des gorilles, énormément d'autres espèces qui pouvaient porter le virus avec plus ou moins de symptômes. Et donc on dépasse maintenant la classification entre des espèces qui sont atteintes et qui sont porteuses saines, et des espèces qui vont être malades et mourir. On se rend compte qu'il y a des intermédiaires avec des espèces qui vont être un peu malades et où certains individus vont survivre. Donc c'est pas aussi tranché que ça entre porteur sain et porteur malsain qui va mourir. Il y a toute une transition. Alors, si on fait le total des épidémies d'Ebola qu'il y a eu jusqu'en 2014, eh bien, on voit qu'il y a eu plusieurs pics qui couvrent une large zone de l'Afrique centrale et de l'Afrique du Sud.
avec dès 1916 une première épidémie qui avait fait 600 contaminés et 400 qui sont morts. Après, il y a eu des épisodes sporadiques, et le dernier grand épisode dont vous avez tous entendu parler, c'est celui de 2014, où on a eu plus de 1200 personnes qui ont été touchées par le virus, et à peu près 600 et quelques qui sont décédés, sachant que ces résultats datent du 23 juillet 2014, et j'ai pas pu trouver de chiffres plus récents. Il y a plus vraiment de documents, on ne sait pas. Et apparemment, ils ont dit que le côté épidémique était arrêté, que la maladie régressait, mais un total final pour savoir exactement combien il y en a eu, j'ai pas pu le trouver. Pas encore. Il faudra que je recherche dans quelques temps, peut-être qu'il paraîtra, mais pour l'instant, donc on sait que c'est un minimum. C'est ce qui a été vu à cette période-là. Apparemment, il y a encore des cas de temps en temps. Donc ce serait intéressant d'avoir quand même un total. Alors, en octobre 2014, on avait l'épidémie d'Ebola qui était en cours et qui touchait une certaine superficie qui est représentée ici, avec les zones en rose où vous avez peu de cas et les zones très foncées où vous avez beaucoup de cas recensés. Et vous voyez qu'en un mois, en novembre 2014, vous avez les zones très contaminées qui ont beaucoup augmenté. En seulement un mois, ça avait pris beaucoup d'ampleur. Donc on a eu peur pour une épidémie, une pandémie mondiale, mais ça s'est calmé par la suite. Alors quand on parle d'Ebola, on parle des personnes qui meurent, mais il y a aussi tout autour des problèmes en cascade avec les personnes qui vont rester handicapées, puisque certaines personnes vont avoir le cerveau qui est atteint. Vous avez des parents qui vont mourir et puis donc après il faut s'occuper des enfants. Et donc dans certaines régions, ça a causé des catastrophes importantes puisque la société a été déstructurée. Quand vous avez 70% d'une population qui meurt à un endroit, il y a des effets et puis du coup il y a eu des morts supplémentaires dues à des problèmes d'approvisionnement de nourriture, dues à des problèmes d'approvisionnement en eau et donc ça provoque un problème global quand on a ce genre de choses. Et ça a eu un certain coût. Donc là, l'UNICEF a fait un peu un bilan de ce qu'ils ont mis en jeu, mais qui a réussi quand même à juguler en partie l'épidémie. Hein. Ils ont contacté de nombreuses personnes par téléphone, ils ont mis en place plein de choses. Enfin bon, je ne vais pas vous passer tout ça, mais il y a eu énormément d'efforts de mis pour essayer de bloquer l'épidémie. Et puis, il y a eu pour la première fois des antiviraux qui ont été testés. Des molécules qui réussiraient à désactiver le virus. Et apparemment, ils ont pu avoir un effet pour freiner l'évolution de la maladie et augmenter les chances de survie des personnes. États-Unis, Espagne, qui luttent contre. C'est-à-dire qu'il y a eu des cas en Espagne ou aux États-Unis Quelques-uns. Mais c'était du personnel soignant ou des voyageurs. Et ils ont été pris en charge avec des moyens pharaoniques. Et ça n'a pas fait tache d'huile. On a eu des cas suspectés en France, mais qui ont été révélés négatifs, donc on n'a pas eu de cas en France. Alors la prévention, eh bien en fait, c'est pas extrêmement difficile de détruire le virus. Il suffit de le chauffer un peu, de mettre un savon tout bête, et on peut le détruire. Par contre, si on respire trop près ou si on a les doigts un peu souillés, une très petite quantité peut suffire à infecter et à rendre la personne malade. Donc pendant un temps, on pensait que la rapidité de l'infestation, du développement des premiers symptômes dépendait de la charge virale inoculée au début. Bon, il y a peu eu d'expériences faites là-dessus, évidemment, mais en regardant comment les gens avaient été contaminés, on s'est rendu compte que non, c'était pas forcément ça qui primait. Ça n'est pas si une personne a eu beaucoup de virus ou très peu. En fait, il va tellement vite à se développer que ça revient au même. C'est beaucoup plus l'état de santé, apparemment, de la personne et sa prise en charge et son système immunitaire qui vont faire la différence. Donc pour prévenir Ebola, il suffit de manger des aliments bien cuits, éviter la viande de brousse, surtout si elle est mal cuite. Il faut éviter bien sûr de manipuler des animaux qui ont l'air malades,
ou des gens aussi qui ont l'air malades. Il faut mettre du savon, il faut se laver les mains avec du savon, donc ça c'est rassurant parce que ça suffit pour détruire les particules virales. Des gants classiques suffisent, hein, Ebola ne va pas traverser les gants, ça ne sert à rien d'avoir des gants énormes, un petit gant en latex suffit. Bien sûr, un des principes importants, c'est d'en parler et d'éviter que des gens se contaminent en voulant aider d'autres personnes ou se contaminent ou contaminent les autres en pensant être malades de rien de grave et d'aller à l'hôpital alors qu'ils ont Ebola. Et puis, bien sûr, c'est l'isolement et la mise en soins médicaux qui vont faire la différence. Alors, comment se protéger d'Ebola? Alors, pour les soignants, la moindre particule virale qui touche la personne peut se révéler mortelle. Donc, on ne peut pas parler sans quelque chose devant la bouche. Il faut protéger la totalité du corps. Donc, la seule chose raisonnable, c'est ça. Il faut tout couvrir. Une seule particule de salive dans l'œil peut tuer la personne. Et si on manipule des seringues, des objets soignants et qu'on peut traverser les gants ou ce genre de choses, il faut en avoir plusieurs ou prévoir quelque chose pour nettoyer tout de suite. Mais les personnels soignants qui ont été coupés, même en désinfectant tout de suite, le virus était déjà rentré. Il va très très vite. Donc c'est très compliqué. Bon, ça, j'en ai assez dit. Alors, normalement, au départ, plutôt, je devrais commencer comme ça, au départ, lorsque on a commencé à s'occuper d'Ebola, les recommandations étaient de porter une blouse, des gants, des lunettes et un masque. Et ils se sont rendus compte que même si une goutte touche la peau ou passe dessous, la personne pouvait être contaminée. Donc, ils ont changé les nouvelles normes. Et ils ont dit qu'il fallait mettre un chapeau, enfin la tenue complète, avec des surchaussures, des protections de pantalon, tout, et que tout soit jetable. Sauf que dans les pays contaminés, il n'y a pas forcément les moyens. Et si vous voyez sur les photos, ces gens-là, ce qu'ils ont dans un tapis roulé, c'est une personne qui est morte du virus Ebola. Or, ils ont le cou, le visage qui est quasiment en contact avec la chose, et il y a beaucoup de risques qu'ils soient contaminés. Alors si le virus Ebola fait beaucoup aussi de morts en Afrique, c'est parce que dans beaucoup de pays, il y a la tradition de laver le corps du défunt par la famille elle-même pour l'enterrer de façon, c'est pour les rites funéraires, et c'est immoral de ne pas le faire. Et donc, ils avaient du mal à comprendre qu'il fallait que la personne malade soit isolée, et puis que quand elle est décédée, elle soit enfermée dans une poche et enterrée ou brûlée comme ça. Donc ça, c'était très dur. Alors beaucoup de gens, certaines personnes plutôt, cachaient les malades pour pas qu'on leur vole, et cachaient aussi le cadavre pour pouvoir l'enterrer d'une façon digne pour eux. Et c'est ainsi que des familles où il y avait une seule personne contaminée se sont retrouvées après tous contaminés et à mourir en bloc. Là, vous voyez une personne de la Croix-Rouge qui fait de la prévention. Alors, vous pouvez constater qu'elle est très très bien protégée, elle. Il faut espérer qu'elle a de la chance ou un bon système immunitaire, parce qu'en tout cas, c'est pas sa tenue de protection fournie par la Croix-Rouge qui va beaucoup l'aider. Elle a les yeux libres, Alors, ils avaient une pénurie de gants. Alors, pour quand même pouvoir continuer à soigner les malades, ils ont désinfecté le matériel et ils l'ont réutilisé. Donc, bien sûr, la personne qui fait le lavage, elle est extrêmement en danger. Et puis, ces gants-là, quand ils sont lavés une fois ou deux, ils deviennent poreux. C'est pas l'idéal. Mais bon, c'est mieux que rien. Mais bon, ça a fait beaucoup réagir de voir cette photo-là pour montrer la protection contre Ebola. Voilà, des gants qui ont été restés à l'air comme ça sur un bout de bois. C'est pas forcément la meilleure protection. Alors, de plus, un des gros problèmes, c'est que la zone à virus Ebola, eh bien, elle se superpose avec la zone à virus Marburg, qui est aussi sympathique qu'Ebola. C'est la même chose, quasiment en pire qu'Ebola. Et aussi, certaines zones là sont communes avec la zone du Lassa virus. C'est aussi une zone de malaria et de toutes sortes de maladies assez graves. Donc ça complique la prise en charge de la maladie. Alors si vous êtes intéressé par la question, vous avez
Ce livre, qui avec l'ancienne édition et la nouvelle édition, mais c'est le même livre, hein, qui parle de chercheurs qui prennent en charge le virus et qui essayent de comprendre comment il se transmet. C'est raconté un peu comme une histoire, comme un livre un peu d'aventure, et c'est assez intéressant, et on voit comme ils sont, enfin les problèmes qu'ils ont pour essayer de comprendre comment les chauves-souris peuvent transmettre le virus ou ce genre de choses. Donc vous pouvez le trouver facilement, ce livre. Alors, pourquoi certains virus sont dangereux et comment ils peuvent devenir à certains moments épidémiques et à d'autres disparaître dans la nature et puis réapparaître après. Comment est-ce qu'on va avoir ces fluctuations? Comment est-ce qu'un virus devient très dangereux pour les populations à certains moments? Alors là, je vous ai mis l'affiche. Alors, ils ne sont pas recherchés, mais on va éviter de les trouver, justement. C'est les 9 virus les plus dangereux qui ressemblent à Ebola. Donc, vous avez Ebola Zaïre, ici. Vous avez le virus de Marburg, qui ressemble beaucoup. L'antavirus. Là, c'est le virus de la grippe aviaire. Le Lassa virus, c'est les petites particules ici, là. Le Junin-virus, Machupo-virus, le virus de la dengue, qui est aussi très virulent, et le virus des forêts pluviales. Donc je ne vais pas pouvoir vous en parler de tous, je vais vous en parler simplement de quelques-uns, pour lesquels j'ai trouvé des données intéressantes, je trouve. Alors toujours, si vous avez besoin de lecture, vous avez ce livre qui s'appelle « Les virus émergents » et qui est beaucoup plus basé sur la recherche, avec vraiment le travail de laboratoire, et qui explique vraiment comment les virus ont été étudiés, qu'est-ce qu'on sait des virus, et comment ils peuvent devenir pandémiques ou pas. Donc c'est assez intéressant, et c'est quand même rédigé d'une façon qui est abordable par tout biologiste qui a un peu de base, quoi. On n'est pas obligé d'être féru de biologie moléculaire pour s'en sortir, c'est assez bien fait. Alors le virus Marburg, c'est le cousin proche du virus Ebola. Vous voyez qu'il a lui aussi une crosse, mais qui est plus marquée, et sa partie droite est un peu plus courte que le virus Ebola. En fait, on pense qu'ils sont même plus que cousins frères, parce qu'on trouve aussi des virus qui sont intermédiaires entre les deux, qui ont la taille moyenne, et ils se ressemblent beaucoup. Ils ont beaucoup d'homologie dans leur ARN. Alors le Marburg, il est aussi plutôt en Afrique du Sud et un peu zone centrale. Il a lui aussi fait de grosses épidémies, hein, en particulier en 2005, où on a eu une vague de décès causés par le Marburg. Là, comment la maladie se met en place, comment elle est transmise, c'est à peu près la même chose. Il n'y a pas vraiment de différence. Donc les symptômes, c'est à peu près la même chose. Hein. L'incubation, elle est entre 3 et 9 jours, donc ça va très vite aussi. Hein, les signes, c'est de la diarrhée, des douleurs abdominales, des nausées, des maux de tête. Et puis, la plupart des cas mortels arrivent en 3 à 7 jours. Donc les précautions, c'est la même chose. Pour l'instant, il n'y a aucun vaccin, aucune molécule qui détruit le Marburg. On pense cependant que les nouveaux antiviraux qui ont été testés pour Ebola pourraient marcher pour lui. Alors le virus de Marburg, c'est la même histoire, sauf qu'il est plus court et il est plus virulent qu'Ebola parce que en fait, il va pénétrer dans les macrophages, et dans les macrophages, il va se multiplier à bas bruit, il va pas faire d'explosion importante d'un grand taux de virus, il va y avoir des petites quantités de virus qui sont produits, mais il va pas tuer la cellule. La cellule va l'excréter, enfin le faire sortir par exocytose, hein, et donc la cellule va en émettre petit à petit comme ça. Et donc au début, ça va démarrer un peu plus lentement que le virus Ebola, mais après, vous avez vraiment une explosion de charge virale avec des cellules qui restent compétentes et qui continuent à en fabriquer pendant très longtemps. C'est ce qui vous est représenté ici. Donc vous avez le macrophage qui, au lieu de continuer à être une cellule qui nettoie le corps, va se promener partout et tout arroser de particules virales.
Donc la mort arrive rapidement, surtout dès que le cerveau est atteint. Là, il se régale et il détruit tout rapidement. C'est un peu ce qui fait la différence dans les taux de mortalité. Alors après ce Marburg sympathique, je vais vous parler de la fièvre hémorragique de Bolivie, du typhus noir, comme on l'appelle. Alors déjà le typhus c'est pas marrant, mais le typhus noir c'est pire. On l'appelle aussi la fièvre de Hordog ou le virus du Machupo. En effet, ce virus, il a été décrit dans plusieurs peuplades, dans plusieurs zones en Amérique, cette fois, du Sud. Et au départ, on ne savait pas que c'était la même maladie. Alors pourquoi j'ai choisi de vous parler de ce virus-là? Eh bien parce que dans le livre « À la conquête des virus », ils décrivent vraiment bien tous les résultats scientifiques qui ont montré la dynamique qui a fait que ce virus donne à un moment donné une épidémie. Donc je vais vous raconter un peu cette histoire-là qui a fait que, alors que les gens vivaient tranquilles dans la nature avec le virus qui était présent, tout à coup, on a eu en quelques mois des gens qui ont commencé à être malades et une épidémie catastrophique. Et après, l'épidémie a été jugulée. Alors, donc, tout s'est passé au Brésil, dans une zone où vous aviez une famille qui était assez entreprenante et qui avait des moyens apparemment, qui s'appelait la famille Casa Suarez, qui a acheté des terres et qui a commencé à développer l'élevage bovin, mais vraiment l'élevage bovin à la méthode du Far West, avec les hommes sur des chevaux, des grandes étendues, et les bœufs qui étaient là, qui étaient surveillés. Donc ils ont embauché des personnes autochtones pour qu'ils deviennent des cow-boys, donc des cow-boys brésiliens, et ils ont embauché quasiment toute la population, et ils ont même fait venir des gens d'autres régions, et ils se sont trouvés face au problème qu'il fallait nourrir ces personnes. Et du coup, ils ont utilisé le fleuve Amazone qui passait à proximité pour importer de la nourriture d'autres régions. Ce qui fait que la majorité des gens étaient cow-boys et se nourrissaient donc avec de la nourriture produite ailleurs. Donc il y avait des importations de fruits et de légumes, de céréales et des exportations de bœuf. Et ils gardaient à peu près la nature telle qu'elle. Ils utilisaient les plaines préexistantes pour faire paître leurs bœufs. Donc ça a duré un certain temps. Et puis en 1952, il y a eu une révolution agraire au Brésil et la société familiale a disparu avec toutes ses activités. Elle a fait faillite en fait. Et du coup, sur ces terres-là, vous avez toute une quantité de cow-boys qui se sont retrouvés sans avoir de travail. Alors ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont commencé à retourner la terre, à défricher des forêts, pour pouvoir faire des productions et se nourrir, pour pouvoir être autosuffisants. Donc, ils ont fait une reconversion vers l'agriculture et ils ont fait un développement agricole anarchique, en particulier en défrichant la forêt amazonienne. Or, dans cette forêt amazonienne, vous aviez un petit rongeur qui s'appelle Calomys calosus et qui portait le virus dans son tube digestif, mais ce virus, il le supportait très bien. Alors des chercheurs ont démontré, en analysant la population, qu'il était fort probable qu'au départ, quand le virus est arrivé, on ne sait pas comment, dans cette zone, ils ont détruit tous les rongeurs, sauf quelques-uns qui étaient résistants, et ce sont eux qui se sont multipliés, puisqu'ils ont vu qu'il y avait certains éléments de particules d'ADN viral qui étaient présents dans le patrimoine génétique du rongeur. Donc ça veut dire qu'ils avaient été exposés pendant de longues périodes. Et donc eux toléraient très bien le virus. Donc là vous voyez ce virus, les petites particules rondes comme ça, dans les tissus d'un rongeur contaminé. Donc ce petit rongeur, eh bien il s'est trouvé, lui qui était arboricole, avec des champs, avec des céréales, et avec des habitations plus ou moins chauffées où il y avait des greniers à céréales. Et alors là, bien sûr, vous imaginez bien ce qui s'est passé. Eh ben, il avait beaucoup à manger, chauffé, bien logé. Il s'est mis à faire plein de petits. Et du coup, il a pullulé. Et il s'est mis à manger de plus en plus de réserves des êtres humains. Et il s'est habitué à manger, à aller près des habitations si c'était chauffé ou si c'était au contraire rafraîchi l'été. Et donc,
il s'est adapté à l'homme et il s'est mis à être de plus en plus en contact avec l'homme. Et il s'est mis à faire aussi ses excréments dans la nourriture, parce qu'un rongeur qui mange des céréales, il fait caca dans les céréales. Donc les gens, quand ils ont mangé les céréales ou d'autres choses, ou des fruits, ils ont mangé en même temps le virus. Et donc, le rongeur s'est mis à excréter le virus en contact avec l'homme et une épidémie très grave a commencé à se développer, alors que les personnes n'avaient pas été en contact avec le virus avant. Donc elles n'avaient pas de protection immunitaire, et là ça a été l'hécatombe. Il y avait à peu près 3 personnes sur 4 qui étaient contaminées, qui décédaient. Donc, au vu de cela, des études ont été faites. Il y a eu la chance qu'une compréhension s'est faite que le rongeur était de la partie dans cette affaire, et donc il y a eu une lutte contre les rongeurs qui a été mise en place. Par exemple, ils ont importé des chats. Ils ont créé des greniers à grains beaucoup mieux fermés, et puis les habitations qui étaient vraiment avec des planchers sur un peu des pilotis où les rongeurs pouvaient se cacher dessous et puis grimper facilement pour aller un peu partout, elles ont été changées par des habitations avec un sol en dur et avec donc les denrées stockées à part. Et puis ils ont aussi utilisé des rodonticides pour essayer de diminuer la population de rongeurs. Donc ils ont réussi donc à limiter le développement de la maladie. À l'heure actuelle, il n'y a pas d'énormes épidémies, mais on a vu que il y a toujours des cas qui apparaissent de temps en temps. Et cependant, il apparaît que maintenant il y a une émergence de phénotypes résistants au virus chez l'homme. Parmi les jeunes qui sont nés des générations suivantes, on s'est rendu compte que c'était en fait ceux qui avaient survécu qui se sont reproduits, et ceux-là ont une résistance accrue. Ce qui fait que pour les populations locales, maintenant, ils sont assez protégés contre le virus. Cependant, un problème apparaît ces dernières années, c'est que le petit rongeur, il est devenu tolérant aux rodonticides. Lui aussi, il s'est adapté, ce qui fait qu'il recommence à pulluler. Alors, si les gens sur place sont devenus résistants, ça va, mais si vous allez visiter cette région au Mexique, vous risquez d'amener un petit cadeau particulier. Donc, il faut faire attention dans cette zone-là. Parce que nous, on ne connaît pas ce virus, donc on sera probablement très sensible à la maladie. Donc là, on voit que c'est parce qu'il y a eu une perturbation de l'équilibre écologique, que ça a remis en mouvement des espèces qui étaient cloisonnées au départ, et du coup, ça a permis au virus de toucher un nouveau réservoir biologique. C'est comme ça que parlent ceux qui étudient les virus. Ils parlent de réservoir possible et d'expansion. Donc là, il a pu rentrer dans tout un réservoir large de personnes pouvant être contaminées. Alors un autre exemple, c'est ce qui s'est passé avec la fièvre hémorragique de Crimée-Congo. Donc c'est une fièvre qui est transmise par un virus et qui sévit dans de nombreuses régions du monde, en particulier autour de la Volga. Il a fait beaucoup de dégâts dans cette zone-là. C'est surtout là qu'il était localisé, autour de la Volga. Et donc, dans cette zone, il y avait de nombreux animaux qui portaient le virus, donc des rongeurs, des lapins, des hérissons, des autruches, etc. Et le virus se transmettait par les tiques qui attaquaient, donc qui transmettaient les mammifères. Alors le virus était assez dormant dans les tiques, et par contre il était très actif et se développait beaucoup dans les mammifères. Et donc il y avait un cycle comme ça de transmission, parce que les tiques permettaient la transmission à d'autres individus et les mammifères permettaient la multiplication. Donc on avait deux phases, des phases de transmission par les tiques et des phases de pullulation. Alors ce qui se passait avant 1950, c'est que il y avait régulièrement des crues de la Volga qui lessivaient tout, qui tuaient les lapins et qui lessivaient le sol et emportaient les tiques. Et du coup, ça diminuait la quantité d'animaux qui étaient contaminés et qui pouvaient être contaminants, de tiques et de lapins. Après 1950, ils ont aménagé la Volga, il n'y a plus eu de crues, et du coup, les tiques et les lièvres
et les lapins ont pullulé, puisque là, il n'y avait plus de limitation périodique de leur population. Ils sont devenus très importants, et en même temps, la population humaine aussi a profité de cette régulation de la Volga pour développer des villes, des cultures, et ils ont été s'installer en bord de rivière, là où il y avait les lapins et les tiques. Et bien sûr, une tique, ça n'a jamais fait la différence entre un lapin et un être humain, enfin du moins celle-ci, ça les a pas du tout gênées. Elles ont été piquées les êtres humains. Et du coup, de plus, ces êtres humains, ils sont venus avec de nouvelles bêtes pour lesquelles le virus n'a pas fait le timide. Il a été au contact et il a pu les contaminer. Au départ, les personnes qui étaient malades ont été prises en charge dans les hôpitaux, mais il n'y avait pas la compréhension du problème de ce virus. Et du coup, le milieu hospitalier a encore augmenté l'épidémie, parce que la prise en charge n'était pas adaptée. Les soignants passaient de l'un à l'autre et transmettaient la maladie. Par exemple, ils pouvaient très bien soigner quelqu'un qui arrivait avec la fièvre et des hémorragies, et puis après aller accoucher une femme. Et après, la femme, le nourrisson mourait, et puis si elle avait le temps de rentrer avec son petit à la maison, il mourait, et toute la famille avec. Tous ceux qui avaient fait la bise au bébé, ils mouraient aussi. Parce que la maladie peut passer d'homme à homme. Donc ensuite, il y a eu une transmission par le biais des hôpitaux. Alors qu'est-ce qui se passe quand une personne est contaminée ? La première phase qui arrive au bout de 5-6 jours ressemble à une grippe sévère, une bonne grosse grippe. Ensuite, il y a des hémorragies internes et externes qui apparaissent. Là, la personne est très très contagieuse et finalement, elle va mourir par un choc hémolytique, parce qu'elle a trop de sang qui s'est échappé de son corps. De nos jours, on pense que, même des chercheurs ont montré qu'avec les modifications de température, il y a une légère montée des températures vers la Volga, ce qui, comme ici d'ailleurs, augmente le régime de reproduction des tiques, ce qui fait qu'on a encore plus de tiques, et donc plus de transmission de la maladie potentiellement. Donc là, à nouveau, on voit que c'est parce qu'il y a eu une perturbation de l'écosystème, et aussi parce qu'avec nos activités, on va augmenter la densité de certaines populations, on va diminuer les terres occupées par des populations, et on va remplacer, par exemple, les autruches par des moutons ou des chèvres qu'on va garder auprès de nous. Et du coup, on offre des réservoirs biologiques à des virus, et on se met au contact. Donc, on offre aussi la population humaine comme réservoir potentiel. Crimée, il n'y a pas d'autruche. Je ne sais pas, dans le document, il parle de la Crimée-Congo et la Volga. C'est pour ça ils ont mis un peu toutes les bêtes. Alors vous allez voir. Voilà l'aire de répartition. Donc les autruches, c'est pour ces zones-là, je pense, pour l'Afrique, puisque le virus, on le trouve aussi en Congo, en Namibie. Alors je ne connais pas par cœur l'aire de répartition des autruches, mais je pense qu'on doit en trouver par ici ou par là. Oui, ça doit être par là. Ça, c'est que justement les cartes, l'île Congo, aucun île Congo, ni la Crimée sont colorées. C'est bizarre. Oui, j'ai trouvé ce document qui est intéressant parce qu'il montre que même la Russie est touchée. Oui, l'Arabie Saoudite est un peu touchée, l'Iran, comme s'ils n'avaient pas assez de problèmes par ailleurs. Il y a le Kosovo, voilà. Oui. De toute façon, même les autres animaux d'élevage plus communs peuvent être contaminés et porteurs. Alors la fièvre jaune. Ça. La fièvre jaune, ce sont les docteurs Finlay, Reed, Carroll et Dean qui ont commencé, moi aussi je suis vaccinée, qui ont commencé à s'y intéresser et à faire des essais. Alors eux, ils ont été un peu foufous, ils arrivent dans un pays, ils voient qu'il y a des gens qui deviennent tout jaunes et qui meurent rapidement. Ils se disent, tiens, c'est bizarre, les gens ne meurent pas comme d'habitude. Parce que d'habitude, quand vous avez quelque chose que vous soupçonnez que c'est un virus,
Vous avez un malade, et dans l'hôpital, si c'est un genre de grand dortoir où les gens sont à côté, eh bien, les personnes qui sont à proximité du malade vont mourir en premier. Alors que là, même avant qu'ils mettent des précautions particulières pour éviter la transmission, ils se sont rendus compte que la maladie faisait des bons. Que vous aviez un mort là, un malade là qui meurt après, mais bon. Et donc ils se sont dit, c'est bizarre, on comprend pas comment ça marche. Donc ils ont mis en place des conditions très fortes d'asepsie, pour pas transmettre de bactéries ou de virus d'une personne à une autre, parce que quand ils ont fait leur expérience, on commençait quand même à connaître que les virus existaient. Donc ils se sont méfiés, et malgré ça, malgré toutes les précautions, le virus faisait des bonds et réapparaissait plus loin. Alors, ils se sont demandé si le virus passait réellement d'une personne à une autre. Mais comme ils avaient mis des personnes volontaires, qu'ils ont payées pour accepter ça, à habiter contre une personne malade, ils se sont rendus compte que cette personne-là n'attrapait pas la fièvre. Oui, ils ont recruté des jeunes soldats qu'ils ont mis à côté des malades, à s'occuper des malades pour voir s'ils allaient attraper la maladie. En leur disant, c'est risqué, c'est dangereux, mais vous risquez. Alors eux-mêmes se sont contaminés pour voir comment ça allait fonctionner. Et d'ailleurs, il y a quelques-uns de l'équipe qui ont attrapé la fièvre jaune. Certains ont survécu, et il y en a un au moins qui en est mort. Ils ont carrément fait des expériences humaines. Et c'est à ce moment-là qu'ils se sont rendus compte, entre les collègues et entre les personnes qu'ils connaissaient, qui avaient fait vraiment attention, qui avaient suivi toutes les règles d'hygiène, ils s'étaient rendus compte que c'est celui qui ne mettait jamais sa moustiquaire qui était tombé malade, et les autres non. Du coup, ils se sont intéressés aux moustiques. Et là, ils ont vu qu'il y avait un vecteur qui était un insecte, et qui expliquait que la maladie se répandait un petit peu partout. Alors cette maladie, la fièvre jaune, elle est présente donc à différents endroits, mais elle a fait des cas plus... Elle a causé des problèmes plus importants en Amérique du Sud et en Afrique. En effet, elle passe par un vecteur qui est le moustique, et donc le moustique est un vecteur efficace que si il reste au chaud. Dès qu'il refroidit, le virus s'inhibe. Et donc apparemment, c'est à cause de la répartition thermique, à cause des températures, qu'il est dans ces régions-là. C'est pour ça que certains chercheurs craignent que si on a un réchauffement de la planète, toutes sortes de maladies qui étaient limitées à cause de ça viennent chez nous. Et qu'après, on soit autant embêtés que les Africains par tous les virus, même les vers et les autres maladies qui sont limitées pour l'instant par le fait qu'on a des hivers assez froids. Alors, les signes biologiques, eh bien, le virus va infester des cellules. Suite à la piqûre du moustique, il rentre dans le sang, il passe dans le sang, il va aller dans différents organes et il va pouvoir détruire les cellules. Mais on peut aussi être contaminé de personne à personne seulement par des liquides biologiques. Ce n'est pas un virus qui vole, qu'on peut attraper simplement en toussant. Il faut quand même qu'il y ait un peu plus de matière. Il est un peu plus fragile que les autres. C'est pour ça qu'on l'attrape beaucoup plus souvent par le moustique, ou par des échanges de seringues, ou par des relations sexuelles, ou des choses comme ça. Mais pas simplement dans la vie de tous les jours. Donc il va y avoir des cellules qui vont mourir, en particulier au niveau du foie et des reins, qui vont être petit à petit détruits, d'où le nom de fièvre jaune, puisque quand le foie et les reins sont détruits, vous avez la bilirubine qui s'accumule dans le corps et qui va venir teinter les vaisseaux. Et d'ailleurs, ce qui tue le plus souvent les gens, ce n'est pas la destruction par le virus, mais l'intoxication par les déchets du corps qui ne sont plus évacués ni par le rein, ni par le foie. Heureusement, les chercheurs ont été efficaces et maintenant il existe un vaccin qui est assez... oui, ça fait un moment maintenant, qui est assez compétent contre la fièvre jaune. Cependant, il y a encore des populations qui ne sont pas vaccinées et vous avez encore des problèmes de mortalité par la fièvre jaune. En 1950, j'étais tout gamin, bien sûr, j'ai connu un marin, marine nationale, oui. Et dès 1945, il était vacciné contre la fièvre jaune. Oui, ces chercheurs-là, ils ont fait des folies, mais assez vite, ils ont trouvé une façon de vacciner. D'ailleurs, au départ, ils ont fait un peu comme Pasteur, avec des expérimentations humaines qui seraient interdites maintenant, mais qu'il était déjà
à l'époque, puisqu'ils ont quand même été jugés. Hein, mais ah oui, et ils ont fait des essais comme ça. Ils ont transmis du sérum d'une personne contaminée qui avait l'air d'aller mieux à une autre pour voir si elle allait être vaccinée. Mais en fait, ça l'a tuée. Donc c'est pas très éthique. Donc au final, vous avez le foie et les reins qui vont être détruits assez rapidement, et donc la personne va décéder après une période de coma plus ou moins longue. Alors la fièvre jaune, normalement, elle fait son cycle, qu'on appelle le cycle selvatique, en milieu forestier, entre des singes et des moustiques de la forêt, et occasionnellement, elle va passer chez l'homme. Et le problème vient du fait que les hommes peuvent retourner en ville, ou les moustiques peuvent aussi aller en ville, et là, ils vont faire leur cycle directement avec l'homme et un moustique qui est un autre moustique qui est plus urbain, qui est Aedes aegypti, qui n'est pas le même que le moustique de la forêt. J'ai pas réussi à trouver son nom, moustique de la forêt. Et dans ce moustique, la transmission est beaucoup plus efficace, et ce moustique est spécialisé sur l'homme, alors que celui de la forêt, il pique plutôt les singes ou d'autres animaux forestiers, et il n'a pas une appétence particulière pour l'homme. Alors que ce moustique des villes, là, Aedes aegypti, il a un odorat qui est plutôt ciblé sur les odeurs corporelles humaines, et c'est plutôt l'homme qui va rechercher. Donc une fois qu'un homme revient de la forêt avec le virus et qui se fait piquer par un moustique, le moustique va pouvoir aller piquer d'autres hommes et ainsi de suite. Et donc on va pouvoir avoir donc des gîtes larvaires de moustiques avec des localisations forestières. Et puis vous avez plein d'endroits où les moustiques peuvent se développer en ville. Donc ce moustique des villes, il peut se développer dans des petits verres oubliés sur la plage. Il suffit de quelques millilitres d'eau pour qu'il puisse se développer et éclore. Donc là, c'est vraiment problématique. Et donc on va avoir des cas sporadiques en ville, enfin en forêt, pardon, et des épidémies qui peuvent devenir très graves en zone urbaine. Donc bien sûr, là, le problème est assez vite résolu si on peut apporter un vaccin. Le vaccin ne marche que s'il est injecté avant ou dans les premières heures, enfin dans les premiers jours de l'infestation. Ça n'est pas un traitement. Alors la grippe, ça fait très peur, à la limite beaucoup plus peur que le virus Ebola, même si ça tue beaucoup moins souvent. Parce que la grippe, elle se transmet très facilement grâce à ces ornementations comme ça qui dépassent. Elle a une grande portance et du coup, elle peut se déplacer assez vite. Quand quelqu'un a la grippe et qui tousse, il va pouvoir émettre sur 3-4 mètres autour de lui. Donc une seule personne dans une rame de métro peut contaminer tout le wagon en très peu de temps. De métro, mais le tramway ça marche aussi. Ou dans les avions ça marche moins parce que l'air est trop sec. Par contre, la moindre particule passe mieux parce que notre nez est desséché et du coup il est plus irrité, le microbe passe plus le virus passe plus facilement. Donc alors il existe différentes souches de grippe. La grippe humaine, la grippe porcine et la grippe aviaire qui ont la cote en ce moment parce que comme il y a beaucoup d'élevage porcin et ovin, là-dedans vous avez plein de virus de la grippe qui se recombinent, qui se multiplient, qui passent de l'un à l'autre et parfois qui arrivent à passer chez l'homme parce que bon, on est assez loin quand même du poulet, mais par contre du porc on est quand même assez proche. Et donc, il y a des homologies qui font que le virus peut passer de l'un à l'autre. Alors, ce qui fait très peur, c'est que dans la grippe aviaire, vous avez des versions de la grippe qui sont très virulentes et qui sont très souvent mortelles. Par contre, le virus aviaire s'incorpore difficilement dans le corps humain. Il est peu transmissible. La plupart des grippes aviaires, elles sont pas transmissibles à l'homme. Il y a quelques souches qui sont transmissibles, mais elles sont assez rares. Et donc, c'est quelque chose de rassurant par rapport à ça. Oui. Celui-là, c'était l'exception, et puis finalement, ça s'est calmé. C'est pour ça qu'on en a autant parlé. Mais il y en a beaucoup plus de grippe aviaire que H1N1. La plupart, elles restent tranquilles dans les volailles. Elles vont pas embêter les gens. La plupart.
Alors le problème, c'est aussi que dans beaucoup de pays comme en Asie, les gens vivent carrément avec leurs poules. Donc ils sont en contact et du coup ils ont les enfants ont beaucoup de contact avec les excréments, avec les poulets, ils manipulent, ils vont tuer les animaux eux-mêmes chez eux, donc ils vont être en contact avec le sang et donc c'est des voies de contamination. La grippe porcine, elle n'est pas beaucoup plus virulente que la grippe humaine, mais elle peut passer à l'humain. Et donc ce qui est assez inquiétant, c'est si dans les zones où les gens, comme en Asie, ont des cochons et des volailles qui vivent ensemble, ça s'est déjà vu qu'il y ait des hybrides. Et donc, si on avait un hybride de grippe porcine et de grippe aviaire, on pourrait, dans le pire des cas, avoir quelque chose qui peut passer chez l'homme et qui a la virulence de la grippe aviaire. Donc ça, c'est très compliqué. Certains chercheurs pensent que la fameuse grippe espagnole, qui avait beaucoup décimé des populations, était en fait d'origine aviaire au départ. Et alors en plus, les grippes aviaires, elles passent d'oiseau en oiseau. Donc on n'est pas à l'abri que s'il y a une grippe aviaire, elle soit transmise à des oiseaux migrateurs qui ensuite arrosent tout le globe. Alors comment le virus de la grippe agit ? Eh bien, il a, un peu comme le virus Ebola, il a des structures à sa surface qui vont lui permettre d'adhérer à la membrane et il va pouvoir se fondre avec la membrane et pénétrer dans la cellule. À ce moment-là, il va libérer son ARN et très rapidement, d'autres virus vont se propager en sortant de la cellule. Il ne va pas forcément détruire les cellules lui aussi. Il va pouvoir les excréter, enfin les cellules vont pouvoir l'excréter comme ça et produire beaucoup plus de virus que dans les autres cas qu'on a vus précédemment. Alors le virus de la grippe, c'est aussi un virus qui peut pénétrer dans les macrophages, comme on a vu, ou dans les lymphocytes, comme on a vu pour le Marburg, et puis il peut être excrété après, et comme ça être produit en grosse quantité. Alors donc, ce que je vous disais, qui est effrayant, a été mis là en image par des chercheurs, où ils ont imaginé le pire, c'est-à-dire une recombinaison de la grippe aviaire avec une grippe humaine, où vous aurez la coque de la grippe humaine qui permet de pénétrer dans les êtres humains, ici, avec à l'intérieur le génome de la grippe aviaire qui permet une réplication beaucoup plus rapide et d'attaquer de façon plus importante les cellules immunitaires et donc d'être beaucoup plus pathogène. Alors ce qui fait peur aussi, c'est ce qui est montré ici, si vous avez une souche porcine qui passe à l'être humain ou un mélange de souches entre la souche porcine humaine et aviaire, où vous auriez donc la capacité de pénétrer dans les êtres humains avec les caractéristiques combinées de la grippe porcine pour que ça puisse passer par plein d'animaux et de la grippe aviaire. Bon, pour l'instant, c'est surveillé. Vous avez des observatoires dans tous les pays de la grippe pour essayer d'observer ce qui se passe. Alors, on va élargir un petit peu la discussion en parlant des différents types de virus. Là, on a cité pas mal de virus qui étaient des virus à ARN, mais les virus à ADN sont aussi inquiétants et peuvent causer des problèmes. Par exemple, vous avez les virus de la polio, les poliomaviridés, qui sont très contagieux et qui sont très dangereux, mais ils sont vaccinables. Donc le danger viendrait d'un réveil de souches différentes de ces virus qui, eux, vous savez tous, je pense, les symptômes de la polio ou ce que ça peut faire. Si on n'avait plus de vaccin, ce serait vraiment embêtant. Les herpès viridés, les virus de l'herpès, sont assez problématiques parce qu'ils vont rentrer en dormance dans le corps et une fois qu'ils sont endormis, cachés dans différents organes, ils peuvent se réveiller à n'importe quel moment et atteindre le système immunitaire, attaquer différents organes, provoquer un zona ou ce genre de choses. Et donc il y a chez certains animaux des variantes des herpès qui peuvent être mortelles. Et donc le risque serait qu'ils soient transmis à des êtres humains ou alors que les herpès qu'on a nous mutent. Donc ça, ce serait assez contaminé, assez problématique, je veux dire.
Alors il y a des virus qui ont été découverts il n'y a pas très longtemps, c'est les poxviridés, c'est des virus géants avec une double enveloppe. Alors on connaissait la variole, mais on a trouvé des virus encore plus grands que la variole dans des glaces, là, dans les sols, dans les pergélisols, là. Et ils sont à l'étude actuellement dans des laboratoires de haute sécurité. Ouais, on ne sait pas trop ce que pourraient faire ces virus, mais s'ils sont aussi méchants que la variole, ils ont intérêt à ce que le laboratoire soit bien fermé. Hein. Les papillomaviridés ne sont pas très pathogènes, on se les transmet allègrement, mais le problème c'est qu'ils peuvent provoquer des cancers. Il y a un papillomaviridé qui a un grand succès en ce moment chez les diables de Tasmanie, là, chez ces animaux, où il provoque des espèces de cancers de la bouche. Et quand les animaux qui sont un peu vifs entre eux, hein, se mordent ou se bavent dessus, ce qu'ils font régulièrement, hein, ils s'échangent des portions de tissus contaminés et ils peuvent se transmettre le cancer. Donc c'est un des premiers cas où on a vu chez ces animaux qu'il peut y avoir une transmission rapide de cancer d'un individu à l'autre. Donc ça, c'est aussi inquiétant si ça pouvait arriver dans l'espèce humaine. Donc pour l'instant, ça n'a jamais été observé. Et donc là, c'est en plein boom. Et les diables de Tasmanie sont en train de régresser en termes de population parce que ces animaux sont atteints. Et donc les mères, les femelles qui portent des petits, quand le petit naît, elles vont le lécher et elles lui transmettent le virus. Et à ce moment-là, chez le nouveau-né, il y a des cancers qui se développent, il y a une forte mortalité chez les jeunes à cause de ça. Alors, et vous avez les parvoviridés qui sont utilisés actuellement, qui sont pas virulents ou peu virulents, qui sont utilisés comme des vecteurs de thérapie génique et qui sont étudiés pour ça, pour être utilisés pour transférer des gènes et soigner des maladies. Il y a eu quelques résultats positifs en utilisant ces virus pour transmettre des bouts de gènes et réussir à réparer des tissus endommagés. Hein, pour la thérapie génique, c'est ce qu'on appelle la thérapie génique. Certains chercheurs ont peur de ça et disent qu'en injectant des virus modifiés dans des êtres humains, on peut les soigner, mais s'il y a une mutation, quelque chose qui se passe, on peut créer une catastrophe. Bon, pour l'instant, ça se passe bien. Par contre, c'est un grand espoir pour tout ce qui est mucoviscidose ou maladies de ce type, maladies génétiques graves. Alors, certains chercheurs, cependant, s'interrogent de savoir si les virus sont uniquement des ennemis. Donc ça, c'est bien décrit dans ce livre qui est passionnant, surtout les recherches récentes sur les virus, par Frank Ryan. Et donc, des chercheurs ont montré que dans le génome humain, vous n'avez que 1,5% de gènes qui sont des gènes de vertébrés. Sans parler de gènes d'hommes, hein, qui sont simplement des gènes de vertébrés. 1,5%. Et vous avez 9% de gènes viraux qui viennent de différents virus avec lesquels l'espèce humaine a été en contact à différentes reprises au cours de son histoire. Quand vous êtes contaminé par un virus, quand vous avez un bouton de fièvre ou autre, vous avez parfois quelques particules virales qui vont dans vos gonades et qui vont transmettre quelques portions de leur matériel génétique dans vos cellules reproductrices. Et ensuite, vous allez transmettre ces petites portions de matériel viral à votre descendance. Et ainsi, on a tous une grande proportion de gènes viraux dans notre matériel. Alors c'était quand même envisagé par les chercheurs, mais avec le décryptage complet du génome humain, on a pu voir que c'était beaucoup plus important qu'on pensait. En fait, on a quasiment beaucoup plus de gènes viraux que de gènes humains en nous. Donc ça, c'est assez particulier, et donc il y a des chercheurs qui se spécialisent à savoir si ces gènes sont toujours inactifs ou si à certains moments ils peuvent entrer en activité, s'ils peuvent avoir des fonctions qu'on ne connaît pas. Il y a aussi 44% de notre génome qui correspondent à des portions qu'on appelle synouline, qui sont des répétitions dont on ne connaît pas la signification. Hein, c'est des ATATA GC, des trucs comme ça, ATATA GA, enfin je sais plus trop quoi. Enfin, qui se répètent, qui sont copiés plein de fois. En général, dans le génome, quand une information est répétée, c'est comme pour le génome des virus, c'est qu'elle est primordiale et qu'elle est importante. Or, ces portions-là, pour l'instant, on ne sait pas à quoi elles servent. On ne sait pas ce que c'est.
Et puis il y a 51% qui ne sont pas répétés et qui sont très inconnus. On n'en sait rien du tout. Alors, cependant, il a été démontré que dans les gènes de rétrovirus que l'on possède et qui sont devenus des endogènes humains mais qui sont d'origine virale, il y a des parties qui codent pour des protéines qu'on utilise. C'est-à-dire que vous utilisez dans votre corps des protéines qui sont fabriquées par le génome viral qui est à l'intérieur de vous. Par exemple, vous avez certains de ces gènes qui sont primordiaux pour que certaines cellules de l'appareil génital féminin fabriquent le placenta, qui fabrique le syncytium, là, qui permettent aux cellules de fusionner et de fabriquer le syncytium du placenta. Donc ça, c'est sous commande de gènes, de certains gènes viraux. Si on supprime ces protéines, l'implantation ne se fait pas et il n'y a pas de développement de fœtus possible. La kératine est fabriquée en partie par des portions de gènes d'origine virale. Ça, c'est surprenant aussi. Certaines fonctions de l'immunité, en particulier des facteurs qui permettent la croissance des cellules immunitaires, sont d'origine virale. Certaines hormones de la parathyroïde ou des protéines, enfin des amylases, sont aussi synthétisées grâce à des portions de gènes viraux. Donc, ces chercheurs concluent qu'en fait, on n'est pas uniquement un être humain, mais on est un symbiote qui participe, qui agit grâce à des virus aussi, auxquels on serait intimement lié. Et donc, ils pensent, peut-être de façon un peu utopique, que quand on a des grosses épidémies avec des virus, ceux qui survivent et qui emmagasinent des parties de particules virales se trouvent améliorés et vont peut-être avoir au final un meilleur fonctionnement. Bon, alors de là à dire que tous les gens qui sont morts d'Ebola, c'était pour le bienfait de l'espèce humaine, j'irai pas jusque-là. Mais c'est une adaptation que l'on a eue apparemment par le passé et qui va sans doute continuer à l'avenir. Alors, les chercheurs ont pu mettre une théorie en place qui n'a pas pu encore être vérifiée. Ils pensent que quand vous avez un peuplement qui se met en place n'importe où, au départ, quand il va arriver à un endroit où il y a des virus qui sont présents dans les populations, dans les peuplements locaux. Et à ce moment-là, vous avez une confrontation qui se fait, et les virus vont contaminer, et les parasites aussi vont contaminer toute cette population, et donc il va y avoir une phase virulente, où tous ceux qui sont sensibles vont être éradiqués, et ne va survivre que les individus qui en ont la capacité et qui ont une certaine adaptabilité à la présence du virus, qui vont le tolérer. Il faut bien comprendre qu'un virus, quand il tue un individu, il diminue ses chances de propagation. Un virus qui réussit le mieux, c'est celui du rhume, parce que il tue pas les gens et on va le transmettre à tout le monde et on est tellement peu malade qu'on va aller travailler, faire la bise à tout le monde, Madame qui mouche, voilà, par exemple, elle va nous en donner à tous. Et du coup, les virus moins virulents, eh bien, ils sont plus malins, parce qu'un virus, il n'a pas besoin de tuer les gens pour se développer. Et bien là, il va beaucoup mieux se répandre. Et donc là, en fait, il va faire son marché, le virus, il va trier ceux qui sont capables de collaborer avec lui, et ensuite, il entre en phase dormante. Et il va, quand même, son génome va être multiplié s'il est en phase dormante, parce que l'organisme va le conserver et le transmettre. Et donc, ces virus seraient des acteurs des processus évolutifs. Donc il y aurait des symbioses agressives en phase épidémique, avec une forte sélection des individus qui seraient suivies de symbioses de type commensal dans la phase dormante avec une évolution du génome. D'ailleurs, il y a des animaux pour lesquels cette symbiose avec les parasites est particulièrement visible et marquante. Ce sont par exemple les hyménoptères parasites. Normalement, quand vous avez une larve qui reçoit un œuf d'un autre animal, il y a une forte réaction immunitaire qui se met en place, il y a des kystes et l'animal va réagir. Or là, lorsque les hyménoptères parasites piquent des larves pour injecter leurs œufs dedans, eh bien, il y a des poly-DNA virus qui sont injectés
en même temps et qui sont présents dans les œufs, dans les cellules germinales, donc dans les œufs de l'hyménoptère, et ils vont migrer dans la chenille et ils vont moduler sa réaction inflammatoire et sa réaction immunitaire de façon pas à l'arrêter complètement, sinon la chenille mourrait de maladie, mais à lui faire oublier la présence des œufs en développement. Et c'est ainsi que la larve continue à se nourrir, à se développer, pendant que dans son corps, la larve du parasite la grignote et se développe. Et donc, il y a une symbiose entre le polydNA-virus et l'hyménoptère parasite qui permet le parasitisme de ces animaux-là. Alors, de façon encore plus surprenante, il existe une limace marine hermaphrodite qui s'appelle Elysia, qui possède des chloroplastes dans son corps. Elle est en fait, elle va remonter à la surface pour que les algues, enfin elle contient des algues dans son corps, hein, enfin elle contient des chloroplastes, uniquement des chloroplastes, et elle va monter à la surface de l'eau pour faire la photosynthèse en journée. Et puis après, elle redescend et elle va brouter le fond marin quand il y a moins de lumière. Et donc, elle tolère les chloroplastes. Or, normalement, un chloroplaste, il a besoin de certains éléments qui sont synthétisés par les plantes et que ne fabriquent pas les animaux. Et donc, si vous mettez un chloroplaste dans une cellule du corps, je ne sais pas pour quelle raison vous feriez ça, mais bon, si vous mettez un chloroplaste, il va mourir parce que vous n'êtes pas une plante et vous ne fabriquez pas les sucres nécessaires pour la photosynthèse, vous ne fabriquez pas tout ce qu'il faut. Mais dans cette limace, les chloroplastes qui sont issus en fait d'une Vaucheria littorale, hein, d'une algue qui a été déterminée d'après l'ADN des chloroplastes, hein, eh bien, ils arrivent à survivre dans la limace parce que la limace va produire les éléments nécessaires que produisait l'algue. La limace va fabriquer les éléments que fait normalement une algue. Et comment elle le fait? Elle le fait grâce à une portion d'ADN viral qui lui est transmis, de génération en génération par la limace. Donc, quand la limace va se reproduire, elle va pondre des œufs dans lesquels il y aura des portions d'ADN viral et des chloroplastes. L'ADN viral va envoyer des informations qui vont faire que les chloroplastes vont pulluler dans la limace et en même temps que la limace va fabriquer tous les sucres et gérer l'amidon produit et puis faire plein de choses que normalement font une plante. Et ça se passe assez bien. Et alors ce qui est assez surprenant, c'est que ce fameux morceau de virus dormant, enfin pas si dormant que ça finalement, il reste tranquille dans la limace tant qu'elle mange, tant qu'elle va bien. Et qu'au moment où elle se reproduit et qu'elle pond ses œufs, le morceau dormant se réveille, il se met à fabriquer des virus et une fois que la limace a pondu, il la détruit. Il la bousille complètement. En très peu de temps, elle part en hémorragie et elle se désagrège. Et donc le virus reste dormant jusqu'à ce qu'il se soit transmis à la nouvelle génération et là, il détruit son porteur. Et donc, il est quand même transmis puisqu'il est présent dans la nouvelle génération. Et donc, il y a une grippe, une espèce de grippe foudroyante qui atteint la limace après qu'elle ait copulé et qu'elle ait pondu les œufs. Donc de nombreux résultats nouveaux arrivent sur ces thématiques qui montrent que de nombreux animaux ont aussi des fonctions qu'on ne soupçonnait pas et qui sont d'origine virale en fait. Des choses qu'on ne comprenait pas qui en fait se révèlent être liées à la présence de virus. Et donc certains chercheurs essayent d'étudier, de comprendre comment les chloroplastes sont tolérés. Et donc notre vision des virus est en train de changer. Hein, depuis le fait où on pensait que c'était des ennemis à abattre, maintenant on pense qu'ils peuvent devenir des transvecteurs de médicaments, qui peuvent devenir des transvecteurs d'amélioration du patrimoine génétique, et puis il peut permettre aussi de comprendre certains processus évolutifs. Alors il peut y avoir de très nombreux débouchés, hein, comme la thérapie génique, alors il y a un débouché que j'ai envisagé pour vous si ça vous intéresse, hein, c'est de réussir à comprendre comment
les chloroplastes sont transmis pour que vous deveniez un petit bonhomme vert, comme ça. Alors vous pouvez choisir lequel, hein, si vous préférez la version Hulk ou la version Shrek. Et là, vous imaginez, on aurait des chloroplastes, et puis plus besoin d'avoir de l'agriculture ou autre, il suffirait de se mettre au soleil, dans le plus simple appareil. Mais bon, la gastronomie, hein, c'est quand même un trésor de la France. Si après on se contente de se mettre au soleil, ce serait quand même pas pratique. Hein. Et le fromage dans tout ça. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses que l'on est en train de découvrir sur les virus, et finalement c'est quelque chose qui ouvre des perspectives insoupçonnées. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci.